Chers téléspectatrices, téléspectateurs, bonsoir et merci d'être sur la chaîne Sahel TV. Ce soir, nous allons débattre d'un problème essentiel dans notre vie quotidienne. C'est bien sûr les valeurs républicaines de l'école ou les valeurs républicaines à l'école. L'école doit transmettre aux élèves l'ensemble des valeurs républicaines à travers ses enseignements, la vie scolaire et l'ensemble des actions éducatives qu'elle porte. L'école transmet les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, justice, honneur, ainsi de suite. Refus de toutes les discriminations. Les élèves étudient les grands textes qui les fondent. Ainsi, il appartient à l'ensemble des adultes, des enseignants, des professeurs, qui interviennent auprès des élèves dans l'exercice de leur fonction de faire partager ces valeurs. Ce soir, dans cette émission Al-Sahel, je reçois M. Taher Ould Ahmed, expert consultant en sciences d'éducation. M. Taher, bonsoir. Merci. L'école républicaine, pouvez-vous expliquer aux téléspectateurs ce que c'est que l'école républicaine? Merci. Bon, avant de répondre à la question, j'aimerais quand même remercier Sahel TV de l'opportunité qu'elle m'a offerte afin d'édifier les téléspectateurs sur la mission de l'école républicaine. Bon, comme vous le savez, le système mauritanien a connu tout au long de son histoire des réformes et qui ont beaucoup axé sur les aspects quantitatifs du système plutôt que c'est-à-dire l'aspect qualitatif de l'action éducative. Et ce qui a fait que le système, c'est-à-dire a connu un certain nombre de dysfonctionnements, d'orientation, de dysfonctionnements institutionnels et juridiques, des dysfonctionnements méthodologiques et des dysfonctionnements en pilotage et gestion des systèmes. Donc, l'école mauritanienne, tout le monde s'accorde qu'elle est malade. C'est pourquoi le président élu, c'est-à-dire tient à fonder une école républicaine. Parce que dans le cadre de l'éducation, l'enfant, c'est l'enfant mauritanien. Il a été enfanté par la République islamique de la Mauritanie. Donc, il n'est pas c'est-à-dire l'enfant d'une tribu ou d'une tranche de la population et qu'elle peut l'éduquer comme elle veut. Donc, la société, c'est-à-dire l'État mauritanien veut assurer des traitements équitables pédagogiquement pour tous les enfants mauritaniens. Ça, c'est l'un des principes de l'école républicaine, qu'elle doit garantir les 4 droits d'égalité croissante de l'enfant. Premièrement, l'accès. Deuxièmement, les traitements pédagogiques équitables. Troisièmement, la digestion du savoir. Pourquoi cet enfant comprend et celui-là ne comprend pas. Et quatrièmement, la réussite. En répondant à votre question, l'école républicaine, c'est une école républicaine qui développe la fraternité entre tous les enfants mauritaniens, qui développe la cohabitation, qui développe également, c'est-à-dire qui favorise, qui cultive la prédominance de l'intérêt général sur l'intérêt particulier. Parfait. C'est pourquoi l'école républicaine, elle doit s'inscrire dans ce qu'on appelle le relativisme sociologique et non pas l'idéalisme philosophique. Parce qu'au cours de l'histoire de l'humanité, toute l'activité éducative, de l'Antiquité gréco-romaine jusqu'à nos jours, elle a abouti à 2 orientations essentielles. L'école pourrait être, c'est-à-dire inscrite dans ce qu'on appelle l'idéalisme philosophique, qui développe toutes les potentialités de l'enfant et qui développe surtout le bonheur, c'est-à-dire qui développe ce qu'on appelle le bonheur individuel avant le bonheur collectif. Comme par exemple dans l'Europe actuellement, la France, elle s'inscrit dans ce qu'on appelle l'idéalisme philosophique. Alors que nous, en tant que pays musulman, c'est-à-dire que nos ancêtres ont habité ensemble, vous voyez,
il y a ce qu'on appelle une diversité de races, de langues, qui constitue la richesse de ce pays. Et l'école républicaine doit, c'est-à-dire garantir le droit à la différence et le droit à la ressemblance. Est-ce que la Mauritanie a connu une telle expérience Oui, c'est-à-dire que dans le cadre, à partir des années... bon, moi je suis de la promotion 68-69, je crois que dans le temps, on avait, c'est-à-dire une école républicaine. Parce que mes promotionnaires actuellement, qui ont, c'est-à-dire fait moi avec, qui ont appris avec moi dans la même école, on ne sait aujourd'hui pas, c'est-à-dire je ne connais pas de quelle tribu ils sont. Parce que dans le temps, l'école était une école républicaine. Alors, c'est-à-dire elle disponibilisait la culture et le savoir, le jugement pour tous les enfants mauritaniens, sans distinction de race ni d'ethnie. Et même les enfants, même dans le cadre de l'internat, ils habitaient ensemble. Vous voyez, tout le monde habitait ensemble. C'est-à-dire, elle développe ce qu'on appelle la fraternité, non seulement de religion, mais aussi la fraternité de sang. C'est pourquoi on ne connaît pas ces différences et ces traitements inéquitables n'ont apparu qu'à l'ère de cette démocratie. Et ce qui a fait, c'est-à-dire le fait que ces différences apparaissent également, ce n'est pas le problème de l'école, mais surtout la recherche de leadership. Parce que chacun voulait être un leader, avoir, c'est-à-dire un poids électoral, et il traînait tout le monde, c'est-à-dire qui le suivait, voyez. Et à partir de ce moment, les gens t'appellent soit par race, par tribu, mais quand même, dans le temps, il y avait effectivement une école. D'ailleurs, l'élite actuelle, c'est-à-dire qui veut instaurer, c'est-à-dire une école républicaine, c'est parce qu'ils ont appris dans une école républicaine. Et je me souviens très bien, lors c'est-à-dire de la sortie du président Elie dans c'est-à-dire la campagne, dans une c'est-à-dire sortie, il disait que c'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter des traitements pédagogiques inéquitables pour les enfants mauritaniens. Les opulents ont une école, les nécessiteux ont une c'est-à-dire école. Certains ont la capacité d'amener leurs enfants pour les faire étudier ailleurs, alors que la majeure partie c'est-à-dire des enfants mauritaniens n'ont pas cette opportunité. Et c'est pourquoi d'ailleurs c'est-à-dire il tient à ce qu'il instaure une école républicaine où tous les traitements pédagogiques vont être distribués équitablement sur tous les enfants mauritaniens. Oui, mais comment expliquez-vous ce recul? Nous avions une école républicaine, quelques années plus tard, il n'y a plus d'école républicaine. C'est les pis-aller. Comment expliquez-vous cela? Bon, parce que dans le temps, vous savez, dans le cadre de l'éducation, il faudrait s'inscrire dans, c'est-à-dire les orientations globales de l'islam. Allah le Tout-Puissant disait, c'est-à-dire le verset et il vise que le respect des spécialités. Si tu veux t'informer sur c'est-à-dire une chose, il faut aller vers le spécialiste dans cette... Ou des connaisseurs. Au niveau, c'est-à-dire des années 60, de 69 jusqu'à 78, il y avait, c'est-à-dire que l'enseignement respectait les spécialités. Respecter les spécialités, c'est-à-dire que le secondaire ne peut être, c'est-à-dire piloté et géré que par les professeurs d'enseignement secondaire. Ce sont eux qui sont les spécialistes de ce système. Oui, mais l'enseignement, voilà, c'est-à-dire que quand, par exemple, vous fusionnez un système, alors vous créez ce qu'on appelle l'élite des intérêts corporatifs. Très bien, nous y reviendrons, mais pourquoi ce recul? Nous avons connu une école républicaine à l'époque. Pourquoi cette école républicaine n'existe plus? Oui, parce que vous avez accès, parce que les politiques ont accès sur les objectifs quantitatifs du système et non pas la qualité du système. C'est parce que également les politiques ont divisé ce peuple à cause de la politique. Mais la race est à Paris, la tribu est à Paris.
Et chacun d'eux, c'est-à-dire le sectarisme, c'est-à-dire se développe au détriment de l'État mauritanien. Vous voyez, les gens ont développé plus le tribalisme, le régionalisme, l'interventionnisme que les valeurs de la République. C'est pourquoi le système éducatif a connu une certaine décadence. Alors que si l'école ou l'État avait développé les valeurs de la République, c'est-à-dire le racisme, le tribalisme et le régionalisme auraient disparu complètement. Pensez-vous, le président Mohamed Cheikh Ghazouani a promis une école républicaine. Pensez-vous qu'il s'attellera à faire une école républicaine? Absolument, absolument, absolument. Sur quelle base maintenant? Il y a des mentalités, il faut combattre des mentalités. C'est-à-dire que bon, c'est en fonction de sa connaissance approfondie de la mentalité mauritanienne et de ce qui se développe en Mauritanie qu'il tient à instaurer une école républicaine. Parce que sans école républicaine, il faut dire à la Mauritanie au revoir. Donc le chef de l'État, il tient à instaurer une école républicaine. C'est pour d'abord garantir la cohabitation pacifique entre les couches de cette population. C'est pour également assurer à tous les enfants mauritaniens un traitement pédagogique équitable pour donner la chance à chacun, c'est-à-dire de contribuer dans le développement socio-économique, c'est-à-dire de sa nation, et c'est à travers le savoir. Donc, et ceci, il l'a dit parce que récemment, nous avons certains comportements et certaines mentalités à Paris qui tiennent à diviser, c'est-à-dire la société mauritanienne. Nous sommes des frères de sang et de religion, malgré la diversité raciale et linguistique. Mais on est des frères de sang et de religion. Et nous avons ce territoire appelé la Mauritanie, et nous sommes contraints à y vivre. Alors, il faudrait que l'État soit, c'est-à-dire de la même distance pour tous ces enfants. Donc, comment se fait-il aujourd'hui qu'on assiste à un traitement équitable pédagogiquement? Quand on prend par exemple les écoles d'excellence, alors, ces écoles-là, qu'est-ce qu'ils ont apporté de nouveau? C'est le même programme au niveau de l'école fondamentale, c'est-à-dire au niveau de l'école publique. Ce sont les mêmes traitements pédagogiques. Seulement, ce qui a différencié, c'est qu'on a donné une tenue uniformisée aux élèves, une tenue à l'enseignant et des incitations motivantes à l'enseignant. C'est tout. Et pourquoi ne pas généraliser tout ça? Voilà. C'est-à-dire que dans toutes les écoles, parce que l'approche, l'excellence doit être une approche et une méthodologie qui s'instaure sur toutes les écoles de la République. Vous voyez? Aujourd'hui, nous avons 0,27 ou 37% d'élèves qui sont dans ces écoles d'excellence. Qu'est-ce que cela représente? Et qu'est-ce qu'on leur apporte de nouveau? Tout ce qu'on leur fait, c'est qu'on les retarde. Au lieu de suivre le processus éducatif avec leurs frères, on les retarde. Ils font des évaluations certificatives au niveau en fin d'année, et ils sont admis. Et on les amène à corps, c'est-à-dire on met en question les traitements, les évaluations certificatives que la direction de l'évaluation et des examens a fait pour faire un autre concours, pour prendre, c'est-à-dire une dizaine ou... ce n'est qu'un retard. Donc, dans le cadre de l'école républicaine, tous les traitements pédagogiques doivent être dispensés à tous les élèves mauritaniens sans distinction. En tant qu'expert en la matière, par où commencer? Par où commencer, c'est là où le président a commencé. Moi, je crois que le président est devenu beaucoup plus pédagogue que les pédagogues eux-mêmes. En respectant la spécialité, premièrement, conformément à l'appel du Tout-Puissant Allah. Donc, il a ascendé pour faire 3 départements de l'éducation. Le fondamental, où tous les spécialistes du fondamental auront la charge et la responsabilité de piloter et de gérer ces départements. Le secondaire et la formation professionnelle. Ça, c'est la même tranche d'âge, l'adolescence. Nous avons l'enseignement, le secondaire de l'enseignement général et le secondaire technique et professionnel. Donc, c'est la même tranche d'âge également. Vous voyez, qui auront la charge de gérer et de piloter leur département. L'enseignement supérieur et la recherche scientifique, qui sera également piloté et géré par les professeurs de l'enseignement supérieur.
Cette orientation nous permet premièrement de rationaliser les ressources, contrairement à ce que certains pensent. Attendez. Par exemple. Contrairement à certains... Nous, par exemple, de 2008 jusqu'à présent, chaque année, combien la Mauritanie a dépensé de milliards? C'est quoi? C'est le système éducatif mauritanien. Et les taux d'admis, c'est-à-dire le système a connu une décadence jusqu'à ce jour. L'autre jour, le taux d'admis au baccalauréat était de 8%. De 8%. Oui. Vous voyez? Alors, combien de milliards on a dépensé? Pourquoi? C'est parce qu'on a interverti le rôle et on a créé des fusions dans des ministères, on a créé des élites d'intérêts corporatistes et personne ne s'intéressait à la qualité de l'enseignement. L'enseignant et le professeur se sont désengagés parce qu'ils n'ont pas de motivation incitant, c'est-à-dire leur salaire n'est pas proportionnel à l'évolution de l'économie mauritanienne. Vous voyez, ils n'arrivent pas à vivre. Donc, et il y a également c'est-à-dire l'enseignant est très mal vu, qu'il soit de l'enseignement fondamental, secondaire ou supérieur. Quand on dit enseignant, déjà, la place qu'il devait avoir dans la société, ce n'est pas la place qu'il avait des années 68. Pas du tout. Vous voyez? Donc, tout ceci a fait que le système s'est dégradé. Alors, maintenant, pour le relever, il faudrait d'abord que chaque système, chaque ordre d'enseignement soit tenu, piloté et géré par les spécialistes qui nous connaissent le mieux. Donc le président de la République et le gouvernement mauritanien ont pris c'est-à-dire la première mesure qu'il faut. C'est-à-dire que c'est l'organisation structurelle. Alors, mais il faut également aller plus loin dans le cadre de l'organisation fonctionnelle du système. Pour que chaque unité fonctionnelle, opérationnelle de chaque département soit également tenue par les cadres qui la connaissent le mieux. Très bien. Voyez? Ouais. Et là, on instaure un dispositif de suivi et évaluation performant pour suivre, pour que chacun soit évalué, au niveau de l'enseignant jusqu'à les conseillers du ministre. Tout individu qui a une mission de l'État mauritanien doit être suivi et évalué pour qu'on apprécie à sa juste valeur l'effort qu'il a fourni tout au long d'une année scolaire. Très bien. Et c'est-à-dire que si le dispositif montre que cet individu a fait son travail, normalement, il s'attend à une récompense, même s'il est écrite, un encouragement. Voyez? Donc, ça, c'est l'une des bases d'une école républicaine. Une école de valeurs républicaines, je dis bien. Donc, et par la suite, je vous l'ai dit, premièrement, c'est-à-dire que dans le cadre des fondements de l'école républicaine, il y a d'abord un principe, c'est l'orientation du système. L'orientation structurelle, elle a été faite par le gouvernement mauritanien. Entendu. Maintenant, il reste, c'est-à-dire la seconde étape, c'est, je vous ai dit, c'est c'est-à-dire c'est la dimension institutionnelle du système. Les unités fonctionnelles et opérationnelles, on doit éviter, c'est-à-dire dans le cadre des missions, des attributions, des responsabilités, que chaque unité soit tenue par les spécialistes du département. Ça, c'est un. De deux, on doit également canaliser, c'est-à-dire dans le cadre des ressources humaines, mettre l'enseignant dans la place qu'il lui faut. D'accord. C'est-à-dire améliorer ses traitements socio-économiques, ses traitements positionnels. Mais comment cette école républicaine peut-elle réussir vis-à-vis des écoles privées qui existent? Écoutez, bon, moi je ne sais pas le problème pourquoi les gens s'attaquent aux écoles privées. L'école privée, c'est-à-dire que c'est une option de l'État. Elle est là, elle doit appuyer, c'est-à-dire être en appui à l'école publique. Mais ce qui a manqué, c'est l'application de la loi, les textes. Une école privée, elle doit avoir le même programme que celui de l'école publique. Elle doit avoir le même dispositif de suivi et évaluation. Elle doit être également encadrée par les inspecteurs qui suivent le public. Voyez? Oui, et si, par exemple, une école transgresse les règlements, elle doit être bouclée, fermée, c'est tout.
Mais vu, par exemple, l'influence des gens qui sont influents, bon, ils sont plus forts que l'État. Alors, que faut-il faire? Quand on impose, c'est-à-dire l'aspect juridique de l'acte éducatif, l'école privée sera obligée de suivre l'école républicaine. C'est-à-dire prendre les mêmes programmes, profiter de l'encadrement pédagogique et administratif de la même manière que le public, et elle doit respecter surtout les normes de la République. Oui, mais ce n'est pas chaque Mauritanien qui peut amener son enfant dans une école privée. Il y a une frange de la population qui va amener leurs enfants. Non, mais dans le cadre des traitements, quand on fonde une école républicaine, l'école, c'est-à-dire privée, c'est-à-dire n'aura que les gens opulents qui veulent y aller. Parce que, c'est-à-dire que le problème, c'est d'assurer les mêmes traitements pédagogiques pour tous les enfants mauritaniens, que ce soit au public et au privé. Maintenant, si l'école républicaine elle est fondée, vous voyez tout le monde, c'est-à-dire ira au niveau de l'école, des écoles publiques. Parce que personne ne veut payer dans la mesure où l'État t'offre une école où ton enfant, c'est-à-dire est bien encadré. Pourquoi veux-tu aller dans une autre école où tu veux dépenser de l'argent? Oui, mais on a parlé de l'interdiction de la première année dans les écoles privées. Enfin, et ça ira transcendant jusqu'à éliminer toutes les écoles de toute façon, ça c'est une option de l'État. Jusqu'à présent, rien n'est officiel. C'est-à-dire que si l'État, les décideurs politiques, ça c'est une chose qui revient à la discrétion c'est-à-dire des autorités de l'État. S'ils veulent réserver le fondamental, c'est-à-dire pour l'école publique, c'est une option. Et c'est mieux. C'est une option. Et nous pouvons d'ailleurs que les féliciter et les encourager. Mais quand même, du point de vue organisationnel, si par exemple l'école publique ne peut pas accueillir tous les enfants mauritaniens et qu'il y a des établissements privés qui respectent les lois et les règlements de l'État mauritanien, mais je ne vois pas d'inconvénient c'est-à-dire qu'ils aient des classes fondamentales, pourvu qu'ils appliquent les mêmes programmes, qu'ils fassent les mêmes traitements pédagogiques, qu'il n'y a pas de discrimination au niveau de l'école publique. Parce qu'actuellement, d'ailleurs, dans les écoles publiques, tu peux assister actuellement en première année, certaines écoles publiques enseignent le français en première année, ce qui est contraire à la loi de la réforme 02-99. Voyez, mais où est le problème? Le problème, c'est le manque de rigueur de l'application des textes. Une école qui fait ce genre de choses, elle doit être bouclée, fermée complètement. Parce que, c'est-à-dire, c'est ce groupe d'individus actuellement qui font ces traitements, qui sont là en train de préparer les citoyens futurs mauritaniens à l'insu de l'État mauritanien, ce qui est très dangereux. Alors que quand l'État prend des dispositions dans le cadre de la loi qui dit que l'école mauritanienne doit former un citoyen qui s'inspire des valeurs de l'islam, qui est ouvert sur le monde et qui est rattaché à son patrimoine civilisationnel et qui est capable de contribuer au développement socio-économique de son pays, toutes les écoles doivent suivre cette orientation. Si on dit que la première année, la deuxième année, c'est un tronc commun pour tous les élèves, il n'y a pas de français, il n'y a aucune raison qu'une école privée ou qu'une autre école le fasse. Donc, mais ça, c'est un problème de gestion et un manque de rigueur dans l'application des lois. Donc, il faut redynamiser le dispositif de suivi et évaluation, le dispositif d'encadrement pour toutes les écoles, et leur donner l'entier pouvoir de pouvoir fermer une école qui transgresse les règlements. C'est tout. Et les réformes, parlons-en, les réformes, il y a eu combien de réformes jusqu'à présent? Bon, il y a eu 5 réformes. Nous avons la réforme 1959, celle de 1967, la réforme 73, nous avons la réforme également 79, et la dernière réforme, c'est-à-dire 99. Donc 5 réformes. Oui. Je peux te dire par là que les premières réformes étaient les meilleures. À partir de 113, vous êtes le produit de ces réformes-là.
le chef de l'État actuellement et tout ce groupe, c'est-à-dire d'individus qui gèrent le pays, ils sont, c'est-à-dire, enfantés par ces réformes-là. C'est pourquoi ils se révoltent contre ces traitements de discrimination qui veulent diviser le peuple mauritanien. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas vécu ce système. Moi également, je n'ai pas vécu. Je suis de la promotion 68-69. Donc nous étions dans des écoles républicaines. Pour te dire que certains responsables actuellement de l'État mauritanien qu'on a appris ensemble, et jusqu'à présent, ils ne connaissent pas de quelle tribu je suis, et moi je ne connais pas de quelle tribu. Parce que c'est-à-dire il y avait une école républicaine qui donnait le savoir, la culture et le jugement à tous les enfants mauritaniens, voyez, qui offre l'opportunité la chance à tous les enfants mauritaniens, sans distinction de race, ni d'ethnie, ni d'orientation politique. Alors que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on assiste à des traitements inéquitables, parce qu'il y a des traitements certains. D'ailleurs, on assiste à des choses beaucoup plus graves, parce qu'on assiste à des écoles de race qui sont spécifiques pour une ethnie ou une race bien déterminée. Vous voyez? Ou une tranche de la population bien déterminée. Ou une école même tribale, ce qui est très dangereux. Alors que dans le cadre de l'État mauritanien, tout le monde et tous les responsables doivent savoir que nous sommes des frères de sang et de religion. Et nous n'avons que cette terre, géographiquement, qui est appelée la Mauritanie. Et nous sommes contraints de vivre. Donc, les principes de cohabitation, de sociabilité, de fraternité, d'entraide, doivent être instaurés et ils ne peuvent être instaurés que dans l'école républicaine. Très bien, M. Taher. Quelles stratégies devront être adoptées aussi bien sur le plan organisationnel que sur le plan fonctionnel par chaque ordre d'enseignant? Très bien. Ça, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que l'aspect organisationnel de chaque département de l'enseignement doit être réalisé en fonction de sa massification. C'est-à-dire l'organisation. Chaque département, c'est-à-dire, a le droit de voir quelle configuration pourrait-il faire dans le cadre de son organisation structurelle. Mais cette organisation, elle doit tenir compte du coût financier, de l'efficacité, tu vois, et qu'il soit, c'est-à-dire qu'il intègre ces cadres dans le cadre d'une certaine hiérarchisation des compétences. Ça, c'est dans le cadre organisationnel. Dans le cadre fonctionnel, les missions de ces unités opérationnelles et fonctionnelles doivent être bien ficelées, de telle sorte qu'il n'y a pas de chevauchement et d'interférence en matière d'attribution. Vous voyez? Et qu'il y ait des critères très objectifs et pertinents de promotion, de nomination, pour que chacun, c'est-à-dire trouve le poste qu'il faut en fonction de sa rentabilité et de son efficacité. Et en fonction également de ses qualifications professionnelles. Donc, des traitements, le fonctionnaire, c'est-à-dire que quand on pose des critères, par exemple, d'affectation, les critères de promotion, les critères de nomination, tout ceci doivent être des critères objectifs et pertinents. De telle sorte que tel individu pourrait... l'amélioration du salaire de l'enseignant. L'amélioration également des traitements socio-économiques de l'enseignant. Et d'ailleurs, ça c'est c'est-à-dire des premiers engagements de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Cheikh Mohamed Al-Qaswani. Donc il dit qu'il mettra l'enseignant dans les conditions optimales pour qu'il puisse réaliser sa mission. Très bien. Passons à autre chose. Espérons dans le futur proche une école républicaine fiable dans notre pays où tous les Mauritaniens s'y trouvent. Parlons maintenant. Pourquoi ce pourcentage très faible de réussite en Mauritanie, surtout dans les concours, par exemple le baccalauréat? Bon. Dans le cadre également de ces... Quelle est la cause? Est-ce que c'est les enseignants? Est-ce que c'est les écoles? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est les parents d'élèves? Il y a plusieurs causes. Le faible taux d'admis, c'est-à-dire la première cause, ça pourrait être un problème d'évaluation qui n'est pas critérié. L'évaluation... Soyez plus précis, parce que... Dans le cadre de l'évaluation, suivant c'est-à-dire l'approche par les compétences, on doit instaurer ce qu'on appelle l'évaluation critériée, qui a deux paramètres. Les critères de maîtrise et les critères de perfectionnement.
quand on instaure ce dispositif d'évaluation, l'écart entre les correcteurs sera moindre. Si on permet, par exemple, aux évaluateurs, aux correcteurs, d'appliquer ce qu'on appelle l'évaluation subjective, chacun d'eux, tu peux te trouver avec un élève, un correcteur lui donne 0, l'autre lui donne 10. Ce qui veut dire que l'évaluation, elle a un problème. La seconde chose, il doit y avoir un barème. Un barème, c'est-à-dire qu'il doit y avoir ce qu'on appelle l'évaluation critériée, voilà, parfait, qui instaure ces deux principes, les critères de maîtrise et les critères de perfectionnement. Voilà, donc ça c'est un problème d'évaluation. Revoir l'évaluation. Voilà, le second problème, ça peut être également un problème de contenu d'apprentissage, parce que nous avons vérifié le programme. Le programme, peut-être que même dans le cadre des examens, les épreuves n'ont même pas, c'est-à-dire, été enseignées au niveau des élèves. Pourquoi? Parce qu'on a vérifié dans le cadre c'est-à-dire de la progression des programmes, on a trouvé qu'un enseignant, au lieu de préparer, par exemple, au niveau du fondamental, 9 leçons, il en prépare 3 ou 2. Donc, ce qui veut dire que 6 leçons n'ont même pas été enseignées. Au niveau également de l'enseignement secondaire, il y a ce qu'on appelle l'improvisation. Un professeur, il vient, il improvise, c'est tout, une séquence d'apprentissage qui n'est pas planifiée et qui n'est pas organisée. Donc il ne prépare pas les leçons. Voilà. Donc il y a également le problème des contenus, c'est-à-dire d'apprentissage. Vous voyez, il y a également, c'est-à-dire le manque de stratégie de remédiation, qui pourrait également être une troisième cause. Parce que l'enfant qui s'absente, l'enseignant qui s'absente, ces cours n'ont pas été enseignés pour l'enseignant, le professeur qui s'absente ou l'enseignant. Ces cours n'ont pas été appris par l'enfant qui s'absente. Alors, où est la stratégie de remédiation? Normalement, quand un enfant s'absente, quand un enseignant s'absente, il y a ce qu'on appelle l'instauration d'un dispositif de remédiation, qui peut être à la charge de l'État, si c'est l'enseignant qui s'absente, ou à la charge des parents, si c'est l'enfant qui s'est absenté. Alors, donc nous avons également un taux bien, c'est-à-dire élevé, de leçons qui n'ont pas été acquis, ni enseignés, ni appris par l'enfant à cause des absences, aussi bien de l'enseignant que de l'enfant lui-même, de l'élève. Vous voyez? Donc, il y a également tout un dispositif, le manque c'est-à-dire le désengagement des enseignants. Vous voyez? Dont les traitements socio-économiques sont faibles. Et l'enseignant n'est pas concentré, parce que l'enseignant, il faut le mettre dans les conditions optimales pour qu'il puisse se concentrer sur l'acte éducatif. Vous voyez? Et c'est ce qui complique l'acte éducatif. Si l'enseignant se concentre, il va économiser le temps d'enseignement et il va économiser le temps d'apprentissage de l'élève. Et c'est-à-dire, il va également préparer tout le contenu qu'il va, c'est-à-dire, dispenser à l'enfant. Vous voyez? Ce qui va permettre à l'enfant, c'est-à-dire à l'enfant, d'avoir une chance à 99% de comprendre la leçon. Parce que l'enseignant est concentré, il n'a pas d'autre problème qui, c'est-à-dire le tirage ça et là. Vous voyez? Très bien, ça me ramène un peu à la déperdition. Scolaire. Ces dernières années, il y a eu un taux extraordinairement gros en ce qui concerne la déperdition scolaire. Surtout dans les écoles fondamentales. Pourquoi et comment expliquez-vous cela? Bon. Également, quelle solution pouvons-nous apporter pour effectivement, dans le cadre également de la déperdition scolaire, regardez, nous avons dans le cadre de l'éducation, nous avons l'éducation formelle qui est l'école. Nous avons l'éducation non formelle, nous avons l'éducation informelle et nous avons l'éducation spécialisée. Et chacune, c'est-à-dire de ces catégories d'éducation, c'est-à-dire peut contaminer l'éducation formelle. Vous voyez? Mais tous les problèmes que trouve l'enfant au niveau de l'éducation non formelle, informelle et spécialisée, c'est à l'école, l'éducation formelle, qui doit tout purifier. Au niveau c'est-à-dire de l'école, il y a également les traitements pédagogiques au niveau de l'école peuvent être répulsifs pour l'élève. Un enfant, par exemple, qui vient à l'école, le maître l'interroge, il n'arrive pas, par exemple, à répondre. S'il lui dit, toi tu es un hilar, ton père ceci, cela, alors, le comportement de l'enseignant il le met en situation d'échec au départ. Alors cet enfant, qu'est-ce qu'il fera? Au niveau de la rue, il a ses amis
c'est-à-dire qui partage avec lui leurs responsabilités. Il devient un leader dans le cadre de la rue. De ce fait, il préférera d'aller à la rue que de venir à l'école. Parce qu'au niveau de l'école, il y a cet enseignant qui l'a frustré, qui l'a mis en situation d'échec, c'est-à-dire au départ, qui le, c'est-à-dire maltraite. Donc c'est le manque de pédagogie. Donc nous avons au niveau de la déperdition, nous avons une cause au niveau des traitements de l'école. Ils peuvent être répulsifs. Vous voyez, d'un. De l'autre, il y a également l'aspect juridique, organisationnel de l'école. Parce que nous, une fois, quand tu passes par exemple au niveau des écoles, les établissements secondaires, tu trouves souvent de 8h jusqu'à midi des attroupements des élèves devant la porte. Pourquoi? Parce que dans le temps, il y avait l'article 8 qui dit que tout enfant qui vient en retard de 15 minutes, il ne rentre pas dans le cadre, c'est-à-dire dans l'enceinte de l'école. Donc, on permet aux élèves de faire des attroupements devant l'école, ce qui constitue un climat favorable, c'est-à-dire à la délinquance, à la drogue, tu vois, c'est-à-dire à d'autres pratiques qui préoccupent plus l'enfant que ce qui se passe à l'intérieur de l'école. Donc il y a également le cadre également juridique, organisationnel de l'école qui n'est pas attractif. Parce qu'un élève qui vient en retard, mais il faut le faire rentrer à l'école. Ouais. Maintenant, il faut envoyer à ses parents pourquoi cet enfant est venu en retard. Savoir la cause. Au lieu de les laisser dans la rue pour qu'ils soient également traînés par d'autres malfaiteurs ou d'autres délinquants. Donc, ils rentrent dans le champ de la délinquance directement. Et ça, c'est à cause de quoi? À cause des traitements juridiques de l'école. Vous voyez? Donc, ça également, c'est un autre problème des traitements. Le manque également, comme nous l'avons dit, bon, généralement, la déperdition scolaire, c'est-à-dire sa cause essentielle, ça peut être au niveau de l'école et ça peut être également en dehors de l'école. Par exemple, la famille, par exemple, si elle n'a pas les moyens, par exemple, de pouvoir transporter l'enfant au niveau de l'école, de lui assurer, par exemple, un déjeuner ou des habits au moins pour qu'il puisse au moins, c'est-à-dire aller comme ses amis au niveau de l'école. Vous voyez, et ça constitue également une autre cause. L'école républicaine peut remédier à tout ça. L'école républicaine, elle remédie à tout ça. Très bien. Parce qu'il y a une tenue uniformisée pour tous les élèves. Il y a une tenue uniformisée pour les enseignants. Vous voyez, l'enseignant au niveau de la société, c'est-à-dire les structures, le gouvernement mauritanien, dans le cadre de sa diffusion de ces textes organisationnels de l'éducation, il met l'importance de l'enseignant devant tout le monde. Vous voyez, et il diffuse également que tout enseignant doit être respecté, c'est-à-dire il doit avoir la priorité dans le cadre de ces traitements parce qu'il a des engagements, il y a des enfants qu'il a. Donc, c'est-à-dire que l'école républicaine, elle peut résoudre tous ces problèmes-là. Très bien. Parlons maintenant de l'égalité des chances, l'égalité des filles et des garçons. C'est bien sûr, bien entendu, la même dimension. L'égalité des chances. La parité, il y a parité parce qu'apparemment dans le cadre des examens, même au niveau c'est-à-dire des écoles, il y a presque parité entre filles et garçons. C'est-à-dire que, bon, dans le cadre de l'acte, nous avons ce qu'on appelle une option, c'est la gestion des diversités. Dans le cadre de la gestion des diversités, nous avons ce qu'on appelle l'identification des besoins diversifiés des élèves, la variation des modes d'apprentissage et les traitements équitables entre filles et garçons, qui constituent un droit, c'est-à-dire une option. Et dans le cadre de ces traitements équitables entre filles et garçons, je crois qu'actuellement, il y a parité dans le cadre de l'accès. Même dans le cadre de la réussite, moi j'ai vu par exemple cette année les 4 premiers au niveau par exemple du défi de la lecture arabe, qui doivent c'est-à-dire représenter la Mauritanie au niveau de Dubaï. Ce sont des 4 filles. La première, la héros par exemple du défi de la lecture arabe en Mauritanie, c'est une fille, c'est Nasri. La deuxième, c'est une fille. La troisième, c'est une fille.
La quatrième, c'est une fille. Donc les 10 premiers, j'ai suivi une émission les 10 premiers qui doivent représenter la Mauritanie au niveau du Dubaï et qui se sont distingués parmi 450 000 élèves mauritaniens qui ont participé dans le cadre du défi. Parlons-en de cette stratégie. Les défis. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que les défis de la lecture arabe, c'est-à-dire également, il s'inscrit dans le cadre des orientations divines. Vous savez que le prophète Mohammed, la première, c'est-à-dire instruction qu'il a, c'est la lecture. Il a été ordonné. Or, dans le cadre des évaluations, par exemple, internationales qui ont été faites, il a été découvert que le taux de lecteurs dans le monde arabe est faible. En 2015, il y a ce qu'on appelle, par exemple, j'ai eu l'honneur de représenter mon pays au niveau de Dubaï dans une réunion qui va relancer le défi de la lecture arabe. Et j'ai été considéré comme étant le coordonnateur général du défi de la lecture arabe. Et il a été lancé en 2015-2016 en Mauritanie. Dans cette première phase, d'ailleurs, le défi de la lecture arabe, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que chaque école qui s'y inscrit, chaque élève doit lire 50 livres de la culture générale ou des contes qui sont adaptés au développement physique. Nous avons aussi besoin de défis de lecture en français. Absolument. Mais pour le moment, quand même, c'est le défi de la lecture arabe qui a été lancé et depuis 2015 jusqu'à ce jour. Donc en 2015-2016, 236 000 ont participé. En 2016-2017, 250 000 élèves. En 2017-2018, 350 000 élèves. En 2018-2019, 450 000 élèves mauritaniens ont participé dans le cadre du défi. Et actuellement, on prépare les 10 premiers Mauritaniens qui doivent aller représenter la Mauritanie dans les évaluations certificatives de Dubaï, qui sont supervisées par Son Altesse, l'émir, Cheikh Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, qui est c'est-à-dire le pilote suprême du projet de défi de la lecture arabe. Très bien. Revenons maintenant mais avant de terminer, j'aimerais vous dire que dans le cadre de la lecture, elle développe 2 grandes compétences. Les compétences générales et les compétences communicatives langagières. Parfait. Et ce sont les 2 compétences qui sont essentielles pour toute œuvre humaine. Tout individu qui veut faire une action, il doit mobiliser 2 sortes de compétences. Ce qu'on appelle les compétences générales, qui sont l'acquisition des savoirs, les capacités et les valeurs ou les attitudes. Les compétences communicatives et langagières, qui développent les compétences pragmatiques, les compétences fonctionnelles et les compétences socio-culturelles. Vous voyez, donc ce sont les 2 grandes compétences que développe la lecture, avec le développement également de l'esprit d'analyse, voyez, de synthèse, qu'acquiert l'enfant en lisant par exemple un livre et en le synthétisant dans 3 ou 4 lignes. Très bien. Nous arrivons à terme de notre émission, mais avant de la terminer, on va un peu parler de qu'est-ce qui peut garantir l'amélioration de l'enseignement et de l'emploi. Dernière question, oui. Quel est ce qui peut? Pour garantir l'amélioration des enseignements. Des enseignements et apprentissage, bien. Ce qui peut les garantir, voilà. Dans le cadre de l'action enseignement-apprentissage, il y a un seul opérateur qui est l'enseignant. Ni les conditions socio-économiques, ni la pléthore n'influent sur l'acquisition des savoirs. Les pédagogues ont démontré que dans le cadre, c'est-à-dire des apprentissages, les enfants entrent dans des classes différentes au départ. Ces classes, on les appelle les ascenseurs éducatifs. La rapidité et l'efficacité de cet ascenseur dépendent de son opérateur qui est l'enseignant. Mais la pratique éducative de l'enseignant, elle est influencée positivement ou négativement par ses traitements socio-économiques, ses traitements administratifs, ses traitements pédagogiques, ses traitements positionnels et ses traitements incitatifs. Donc, pour mettre l'enseignant dans les conditions optimales, il faut assainir cet environnement de traitement. Et quand vous les mettez dans les conditions optimales, vous pouvez les mettre dans une tente et vous allez voir son efficacité. Très bien.
On m'a fait signe de l'autre côté que l'émission prend fin. Chers téléspectatrices, téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Al Sahel. Nous avions comme invité M. Tahar Ould Ahmed. Merci et à la prochaine. Au revoir.